3 gestes silencieux, une bascule invisible. Pourquoi tout le monde veut verrouiller le Nigeria, maintenant? Rien n'a explosé à la télévision. Pas d'alerte solennelle qui interrompt le journal du soir. Pas de gros titres qui clament qu'un tournant historique vient d'avoir lieu. Pourtant, en l'espace de quelques semaines, 3 mouvements presque imperceptibles sont tombés sur le Nigeria, comme s'ils avaient été minutieusement orchestrés. Des frappes aériennes américaines, des troupes étrangères qui atterrissent discrètement, et la première visite royale britannique depuis 37 ans. Pris séparément, tout paraît anodin. Coopération sécuritaire, courtoisie diplomatique, échanges commerciaux comme d'habitude. Mais ensemble, la synchronisation est trop parfaite pour être un hasard. On ne parle pas de bruit, mais bien de timing. Quelque chose se verrouille, se légitime, se sécurise, avant même que le public n'ait le temps de réfléchir ou de réagir. Les portes se ferment en silence, tandis que la population regarde ailleurs. La question n'est plus de savoir si le Nigeria est devenu important, mais pourquoi il devient soudain nécessaire. Nécessaire pour stabiliser une région qui menace de s'effondrer. Nécessaire pour rassurer un système occidental qui sent son contrôle lui échapper. Nécessaire pour maintenir une ligne de défense alors que tout, au nord, commence à s'écrouler. Ce bienvenu tardif intrigue. Pourquoi maintenant? C'est là tout l'enjeu. Ignorer ce qui se joue aujourd'hui, c'est risquer de se réveiller demain dans un pays où les décisions les plus fondamentales sont prises ailleurs, sans débat, sans opposition, sans même un éclat médiatique pour alerter l'opinion. Pendant que le monde regarde ailleurs, le verrouillage du Nigeria se fait sous nos yeux, avec une maîtrise qui frôle l'invisibilité. Ce n'est pas simplement de la coopération, ni un retour pur et simple du passé colonial, c'est une opération d'anticipation, une réponse à la rébellion silencieuse d'une jeunesse qui n'achète plus les vieux récits, mais qui mesure les résultats. Derrière les gestes symboliques, la dépendance s'installe, subtile mais puissante, et chaque nouvelle couche, militaire, diplomatique ou commerciale, rapproche le Nigeria d'une stabilité verrouillée, qui pourrait n'être qu'une illusion de choix. Alors, pour comprendre pourquoi ce basculement s'accélère aujourd'hui, il faut remonter à l'effondrement de l'influence occidentale au nord et comprendre comment le Nigeria est devenu, presque du jour au lendemain, la clé de voûte de toute une région. Quand l'ordre s'effrite au nord, le sud devient la dernière barrière. Cette phrase, elle raconte le basculement silencieux qui s'est opéré en Afrique de l'Ouest ces derniers mois. Autrefois, l'ordre occidental dans la région tenait sur des partenariats sécuritaires bien huilés, bases militaires discrètes, gouvernements amis, échanges de renseignements soigneusement filtrés. Mais tout ce système, construit patiemment au fil des années, s'est effondré en quelques mois à peine, dans un fracas d'expulsion et de rupture. Le Mali, le Burkina, le Niger, tour à tour, ils ont renvoyé les forces étrangères, coupé les canaux de renseignement, affirmé brutalement leur indépendance. Ce n'était pas une dégradation progressive, c'était une coupure nette, un message envoyé non seulement à Paris ou à Washington, mais à tout l'Occident. Le jeu a changé. Dans ce contexte, le Nigeria n'est plus simplement un pays clé, il est devenu le mur du Sud, la digue qui retient la vague d'instabilité venant du Sahel. Regardez la carte. Si le Nigeria échappe à l'orbite occidentale, ce n'est pas seulement ses 221 millions d'habitants qui basculent, mais tout l'équilibre de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, même le Sénégal, tous deviennent vulnérables. Et ce n'est pas un hasard si, dans ce climat de rupture, les États-Unis ont choisi de frapper fort, littéralement, pour rappeler la règle du jeu. Les frappes américaines au Nigeria ne sont pas qu'une opération militaire. Ce sont des signaux. Des rappels que, malgré la perte du Nord, le Nigeria reste dans le périmètre, que la stabilité de la région passe désormais par Abuja. Ce déplacement du centre de gravité, du Sahel vers le golfe de Guinée, est crucial. L'Occident, privé de ses anciennes bases, doit absolument préserver son dernier partenaire d'envergure. Car perdre l'alignement du Nigeria, c'est risquer de voir toute la région sombrer dans l'ingérable. Flux migratoires incontrôlables, expansion des groupes armés, volatilité des marchés, perte d'accès aux ressources stratégiques. L'enjeu n'est pas théorique,
Il est vital pour les investisseurs, pour les chancelleries, mais aussi pour les élites nigérianes, conscientes que leur position dépend désormais de ce fragile équilibre. Si le Nigeria décroche, c'est tout l'édifice qui s'effondre, et l'Afrique de l'Ouest redevient un espace où nul ne contrôle plus rien. Ce n'est pas seulement une question de sécurité, mais d'influence globale. Les institutions internationales, les géants de la finance, tous scrutent les signaux envoyés depuis Abuja. L'alignement du Nigeria, c'est la garantie d'une Afrique de l'Ouest gérable, rassurante pour les marchés, prévisible pour les puissances. Mais cette stabilité, sous sa surface rassurante, s'accompagne d'un prix. Car à force de verrouiller le Nigeria dans des schémas de coopération imposés, on oriente ses choix, on formate ses marges de manœuvre. Derrière les frappes et les grandes déclarations, c'est la capacité du pays à décider librement de son avenir qui s'effrite, lentement, mais sûrement. Mais l'ancrage militaire, aussi visible soit-il, n'est que la première couche du dispositif. La vraie question, c'est comment transforme-t-on une contrainte en choix perçu? Comment fait-on passer un alignement imposé pour une décision volontaire? C'est ce que nous allons explorer maintenant. L'armée lie, la cérémonie normalise, le commerce verrouille. Voilà comment s'articule la stratégie qui redessine aujourd'hui la place du Nigeria dans le monde. D'abord, la présence militaire. Elle crée l'obéissance, elle affirme qu'il existe un danger, qu'il faut de l'ordre, qu'il faut des alliances. Mais l'obéissance née de la force ne suffit jamais à durer. C'est là qu'entre en jeu la légitimité symbolique, ce second étage discret mais redoutable de la manœuvre. Regardez la visite du roi Charles III au Nigeria, la première en 37 ans. Un événement dont on a parlé comme d'un pont entre les nations, d'une célébration. Mais regardons-y de plus près. Ce n'est pas une fête, c'est un geste calculé. Quand un roi se déplace, c'est pour accorder sa bénédiction à un ordre, rassurer les partenaires, montrer au monde que tout va bien. Derrière les sourires, la poignée de main, les photos qui finiront dans les archives, le message est limpide. Le Nigeria entre dans la normalité internationale, sous le regard bienveillant de l'Occident. Ce rituel n'est pas adressé au peuple. Il vise les décideurs, les élites, les investisseurs. Ceux qui détiennent le pouvoir économique et politique, ici comme ailleurs. En voyant le roi serrer la main du président, eux comprennent que la stabilité l'emporte sur l'incertitude, que les affaires peuvent continuer, que l'argent est en sécurité. Inutile de longues explications. Le symbole parle pour eux. Mais les cérémonies s'effacent, les photos vieillissent, les gros titres passent à autre chose. Il fallait donc quelque chose de plus solide, de plus durable, pour transformer cette légitimité temporaire en obéissance à long terme, sans jamais avoir l'air d'imposer quoi que ce soit. Et c'est là que le commerce entre en scène, non pas en tant qu'échange, mais comme architecture de contrôle. Les frameworks commerciaux, ces accords d'apparence purement techniques, installent des règles qui lient le Nigeria au système mondial. Ce n'est pas la force, ce ne sont pas des ordres. Ce sont des mécanismes inscrits dans les contrats, les tribunaux, les réglementations. Une fois signés, ils survivent au gouvernement, aux protestations, même aux crises. Vous pouvez débattre de la présence militaire, oublier la visite royale, mais ces accords, eux, restent, silencieux et tenaces, dans chaque décision administrative et chaque arbitrage d'investissement. Prenez l'exemple du partenariat économique entre le Royaume-Uni et le Nigeria. Ce ne sont pas les chiffres qui comptent. 8 milliards de livres, ce n'est rien à l'échelle mondiale. Ce qui importe, c'est la façon dont cet argent circule, sous quelle loi, qui tranche les litiges. Les accords modernes ne visent plus seulement les échanges de marchandises. Ils verrouillent des comportements. Une fois inscrit dans ces frameworks, le Nigeria voit sa politique industrielle dépendre de clauses extérieures. Protéger une industrie locale? Cela peut déclencher des poursuites. Modifier une réglementation. Attention aux conséquences juridiques. Chaque politique passe alors par un filtre. Est-ce que cela viole l'accord? Est-ce que cela effraiera les investisseurs? Est-ce que cela déclenchera un arbitrage international? Voilà comment l'obéissance devient auto-renforcée, comment la discipline s'installe non par la menace, mais par la paperasse. Les contraintes viennent des clauses, pas des commandements, et la peur de l'instabilité remplace la pression directe. Le plus brillant,
c'est que ce système fonctionne même avec des intentions sincères, même avec des gouvernements réformateurs. Les accords signés pour la stabilité deviennent, au fil du temps, des barreaux invisibles. Mais accepter ces cadres, c'est troquer sa liberté d'action contre une stabilité dont le vrai prix n'apparaît qu'avec les années. Au début, tout paraît technique, neutre, même bénéfique. Mais bientôt, chaque tentative d'indépendance est stigmatisée comme dangereuse, chaque volonté de changement comme irresponsable. L'autonomie s'érode, non pas en un choc, mais dans 1000 petites décisions qui passent inaperçues. Et pourtant, tout ce verrouillage rencontre sa limite. Une génération se lève, qui ne croit plus au récit, mais jauge les résultats. Génération Z. Ils vivent les conséquences, pas les contrats. Ce sont les jeunes Nigérians qui ressentent le poids de chaque décision prise sans eux, derrière des portes closes. Ils n'ont pas lu les accords signés à Bruxelles ou à Washington. Ils n'étaient pas au banquet où l'on célébrait le partenariat stratégique. Ils n'ont fait que grandir à l'intérieur des résultats, pris dans la réalité d'un pays décrit comme plein de potentiel, mais condamné à toujours attendre. Attendre des réformes, attendre la sécurité, attendre des emplois qui n'arrivent jamais. Les promesses s'accumulent, les cycles politiques se succèdent, mais le quotidien reste fragile. Coupure de courant, inflation galopante, chômage massif. Alors forcément, quand des soldats étrangers apparaissent discrètement dans les rues, la jeunesse ne voit pas une nouvelle ère de protection. Elle voit surtout la continuité du déséquilibre, la perpétuation des vieilles règles. Quand les cérémonies royales font la une, ce n'est pas du respect qu'ils perçoivent, mais l'adoubement d'un système qui les exclut. Et quand on parle de nouveaux accords commerciaux, il ne s'agit pas d'opportunités, mais plutôt de nouvelles normes qui s'imposeront à eux, sans eux. Ce qui change avec cette génération, c'est le regard. Les jeunes ne se contentent plus des récits, ils évaluent les résultats. Ils voient que coopération est souvent synonyme de dépendance, pas de puissance. Ils constatent que l'intégration économique peut parfaitement cohabiter avec l'exclusion et que l'aide sécuritaire ne garantit pas la paix. Leur refus n'est pas une réaction émotionnelle ou identitaire. Il est analytique, méthodique. Il ne demande plus « sommes-nous aimés ou reconnus par l'Occident ?», mais « qui contrôle vraiment notre destin ?» Une fois cette question posée, la magie du symbole s'effondre. Une poignée de main avec un prince ne justifie plus la stagnation des salaires. La coopération militaire ne masque plus la persistance de la violence. Les discours sur l'ouverture des marchés n'expliquent pas pourquoi la jeunesse se sent toujours enfermée, écartée de la propriété, du capital, de l'influence réelle. Voilà la fissure dans le système. La légitimité ne descend plus, elle remonte désormais du terrain. Les dirigeants qui cherchent la validation à l'étranger se heurtent à une méfiance grandissante chez eux. Dans ce contexte, chaque alignement avec l'extérieur a un coût politique. Le consentement, autrefois donné par défaut, s'évapore. Il ne s'agit pas forcément de révolte ouverte, mais d'une friction constante, d'un scepticisme structurel. Le Nigeria, pensé comme un pilier docile et prévisible, devient plus incertain, moins facile à manœuvrer. Au lieu d'être l'ancre rassurante que le système attend, il devient un foyer de tension, un pays où le malaise interne menace l'équilibre régional. Et cette fébrilité n'est pas isolée, elle est observée dans toute l'Afrique de l'Ouest. Les jeunes de la région scrutent les réactions nigérianes, non pas pour écouter les discours, mais pour détecter les signaux. Est-ce que le Nigeria va continuer à encaisser en silence ou amorcer une riposte, même subtile ? Car si cette jeunesse rejette l'architecture imposée, la stabilité tant vantée peut se fissurer d'un coup, ébranlant la réputation des élites, l'ordre établi et les intérêts des investisseurs. Dès lors, une question s'impose. Quelle fonction le système prépare-t-il réellement pour le Nigeria ? Le Nigeria devient l'amortisseur. À quel prix ? Regardez bien la dynamique qui s'installe. Alors que le Sahel se détache, que l'instabilité s'étend dans la région, le système international place de plus en plus ses espoirs sur le Nigeria. Pas pour l'émanciper, mais pour qu'il absorbe les secousses. On attend désormais du Nigeria qu'il reste calme quand d'autres basculent dans la radicalité, qu'il négocie pendant que ses voisins confrontent,
qu'il rassure les investisseurs alors que la méfiance gagne du terrain, et surtout, qu'il maintienne la façade d'une stabilité qui, en réalité, repose de plus en plus sur ses seules épaules. Cette responsabilité n'est pas officiellement proclamée, elle s'impose par défaut. Le Nigeria devient, sans grand discours ni traité solennel, l'ancre régionale. On lui offre sécurité, légitimité diplomatique, accès privilégié au marché, mais jamais le vrai pouvoir de changer les règles. Un ancrage, par définition, c'est fait pour tenir, pas pour avancer. L'objectif ? Empêcher que la structure s'effondre sous la pression qui s'accumule ailleurs. Mais ce rôle d'amortisseur a un coût invisible, mais redoutable. À force d'absorber les instabilités régionales, d'endosser les attentes extérieures et de contenir les frustrations internes d'une population de plus en plus impatiente, c'est le Nigeria qui devient le réservoir de toutes les contradictions que d'autres refusent d'assumer. Le prix ne se paie pas tout de suite. Il s'accumule, lentement. On le voit quand le pays hésite à prendre des positions fortes, parce qu'on lui rappelle constamment que la région a besoin de stabilité. On le ressent quand les choix sécuritaires privilégient la coopération internationale, même quand cette coopération ne donne pas les résultats espérés. On le sent quand la politique économique évite toute remise en cause de l'ordre établi, même si cela bloque l'innovation et la création de valeur pour les Nigérians eux-mêmes. En fait, on ne demande pas au Nigeria d'échapper au déclin, mais de le gérer sans faire de vagues, pour le compte du système. Ce compromis convient parfaitement aux institutions internationales, mais de moins en moins aux populations. Car la jeunesse nigériane, connectée, informée, lucide, n'est plus dupe des jeux de façade. Elle voit bien que le pays, au lieu d'être le moteur d'une transformation, sert à retarder le changement, à préserver une stabilité qui ne profite qu'à ceux qui tiennent les rênes. Et plus le Nigeria joue ce rôle d'ancre, plus la pression monte. Parce que l'accumulation de tensions internes, l'absence de marge de manœuvre réelle et l'écart croissant entre les attentes de la jeunesse et les résultats concrets rendent la situation explosive. À terme, cette prévisibilité imposée, rassurante pour les institutions et les investisseurs, devient en réalité plus dangereuse qu'une transition imprévisible. Car une fois le point de rupture atteint, ce ne sont pas seulement les accords signés ou les mécanismes de sécurité qui vacillent, c'est tout le système qui peut être remis en cause de façon soudaine et violente. La véritable question, désormais, c'est de savoir combien de temps le Nigeria pourra continuer à absorber ces pressions sans éclater, et surtout, qui en paiera le prix. Si la jeunesse continue à percevoir que tout est fait pour préserver un ordre qui ne la sert pas, la rupture ne sera plus une question de si, mais de quand. Et cela, le système le sait. C'est pourquoi, aujourd'hui, on assiste à cette accélération des alliances, des protections, des gestes symboliques, pour verrouiller le Nigeria dans ce rôle avant que la contestation ne devienne irréversible. Face à cette impasse, il ne reste plus qu'à observer le choix crucial qui s'annonce. Le prochain mouvement du Nigeria redessine les règles. Qui en subira le coût ? Ce n'est plus simplement une question de puissance ou de prestige sur la scène internationale. C'est une question de choix, et surtout, de qui a vraiment le pouvoir de décider. Car derrière les accords, les visites officielles, les promesses de sécurité et les signatures sur des traités, il y a toujours ce petit moment de bascule. Des décisions techniques, des arbitrages discrets, des compromis qu'on accepte presque par habitude. Qui contrôle les données de sécurité quand les intérêts divergent ? Qui tranche quand les contrats verrouillent la politique industrielle ? Qui écrit les règles du jeu numérique pendant que certains en retirent plus qu'ils n'apportent ? Qui décide du point où la stabilité commence à coûter plus cher que le changement lui-même ? Ce sont ces choix-là, presque invisibles, qui finiront par révéler la vérité. À force de préférer la prévisibilité à la prise de risque, le Nigeria s'ancre, rassure, devient le pilier central d'un édifice qui ne lui rend pas l'appareil. Il sera consulté, protégé, écouté, mais toujours sous condition. Et pourtant, sous la surface, la frustration gonfle, la lassitude s'installe, la jeunesse observe et juge. Ça ne crie pas, mais ça chauffe. L'illusion de compromis s'effrite, car la nouvelle génération ne se satisfait plus d'un rôle de stabilisateur. Pour elle, la stabilité n'est plus la promesse du progrès, mais l'entretien d'un système qui ne leur apporte pas les fruits tant vantés.
Là où autrefois le changement faisait peur, maintenant c'est l'immobilisme qui menace. Et c'est là, précisément, que tout se joue. L'alignement soudain de la sécurité, de la diplomatie et des affaires autour du Nigeria n'est pas un hasard. C'est la réaction d'un système qui sent la pression monter, qui tente de verrouiller avant que l'impatience ne bascule en mouvement. On ne punit plus la désobéissance avec violence, on l'isole, poliment, froidement, par la réputation, les marchés, les avertissements plus ou moins subtils. Mais la donne a changé. Le Nigeria ne décide plus dans le vide. Il y a cette jeunesse, éduquée, connectée, lucide, qui n'attend pas qu'on lui explique ce qu'est la souveraineté. Elle la mesure, chaque jour, à l'écart entre les promesses et les résultats. Face à ce verrouillage systémique, ne rien faire, c'est accepter que d'autres écrivent l'avenir du pays, que la stabilité ne profite qu'à ceux qui possèdent déjà les clés. Mais prendre conscience, c'est déjà ouvrir la porte à un choix collectif. Celui de refuser que la technique serve d'alibi à la dépossession, celui de réclamer des résultats, pas seulement des récits. Car au fond, le vrai risque n'est plus externe, il est intérieur. Combien de temps un pays peut-il absorber la pression, contenir l'impatience, sans qu'une fissure ne se transforme en rupture? Aujourd'hui, tout le monde le sent, même si personne ne veut encore le dire à voix haute. Le Nigeria est à une décision près de bouleverser l'équilibre de toute la région. Si le pays continue d'endosser le rôle de l'ancre, solide mais enchaîné, il prolongera la survie d'un système qui, lentement, s'éteint sous la surface. Mais s'il choisit l'audace, s'il force l'ajustement au lieu de le subir, alors il pourrait bien imposer de nouvelles règles et déclencher la vague de changements que beaucoup attendent en silence. Alors, la question n'est plus « Le Nigeria est-il puissant, important, stratégique ?» Non, la vraie question c'est « Quand le moment viendra, le Nigeria absorbera-t-il encore la pression pour un système qui s'effrite, ou bien forcera-t-il, enfin, tout l'édifice à se réajuster autour de lui? Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce un simple retour du colonialisme, ou assiste-t-on à la naissance d'un nouveau rapport de force? Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines analyses, et surtout, gardez l'esprit ouvert, car l'histoire ne se résume jamais à ce qu'on veut bien en dire. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour la suite.